Christophe Colomb, un nom que tout le monde connaît. On pense tout de suite à l'exploration, aux grandes découvertes. Mais vous savez, derrière cette image d'icône, l'histoire elle est beaucoup plus compliquée et controversée qu'on ne l'imagine. Voilà la question qui est au cœur de tout aujourd'hui. D'un côté, on a l'image du navigateur audacieux qui a en quelque sorte connecté deux mondes. De l'autre, celle d'un homme accusé de tyrannie, d'atrocité. Alors pour y voir plus clair, il faut vraiment remonter le temps et regarder les faits. La controverse est tellement vive qu'il faut un peu mettre de côté les statues, les monuments, pour se plonger directement dans les archives. C'est là que se trouve la véritable histoire. Allez, on y va. Alors, tout commence avec un plan. Un plan simple en apparence, atteindre l'Asie en naviguant toujours vers l'ouest. Un projet qui était à la fois visionnaire pour l'époque, mais aussi basé sur des erreurs fondamentales. Bon, première chose, tordons le cou à l'idée la plus tenace. Non, Christophe Colomb n'a pas prouvé que la Terre était ronde. En fait, tout le monde instruit à son époque le savait déjà, et ce depuis l'Antiquité grecque. Le vrai débat, la vraie dispute, c'était une question de géographie, de maths. Quelle était la vraie taille de la planète? Et c'est là que ça devient fascinant. Tout le projet de Colomb reposait sur une série d'erreurs de calcul assez monumentales. En se basant sur des cartes comme celle de Toscanelli, il a fait deux erreurs majeures. Il a largement sous-estimé la taille réelle de la Terre et en même temps, il a surestimé la taille du continent asiatique. Le résultat, dans sa tête, l'océan Atlantique paraissait beaucoup, mais alors beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité. Voilà son estimation. Colomb avait calculé que la distance entre les îles Canaries et le Japon était d'environ 2400 000 marins. C'était un voyage long, certes, mais qui semblait faisable avec les navires de l'époque. Et voici la distance réelle. Plus de 4 fois son estimation. La plupart des savants de l'époque avaient donc raison de douter de son plan. Il faut être clair. Sans un continent totalement inconnu au milieu du chemin, son expédition aurait été un suicide. C'était un pari immense, basé sur de mauvaises informations. Et pourtant, ce pari a fonctionné. Le 12 octobre 1492, ces navires accostent dans les actuelles Bahamas. Cet instant précis marque le début d'une ère complètement nouvelle, avec des conséquences immédiates. Ces mots, écrits par Colomb lui-même le jour de son arrivée, sont vraiment révélateurs. Dès le tout premier contact avec le peuple taïno, il ne les perçoit pas comme des égaux. Non, il les voit comme de futurs bons serviteurs et des âmes à convertir. Sa vision est dès le départ une vision de domination. Et le point crucial, c'est qu'il est mort sans jamais vraiment admettre son erreur. Il a soutenu jusqu'au bout qu'il avait atteint l'Asie. C'est pour ça qu'il a appelé les peuples autochtones les Indiens. Un nom qui est resté, mais qui vient d'une erreur géographique fondamentale. Maintenant, on passe de l'explorateur à l'administrateur. Nommé gouverneur des Nouvelles Terres, son règne sur l'île d'Hispaniola va très vite basculer dans la tyrannie. Pour extraire le plus d'or possible, le plus vite possible, Colomb met en place un système appelé l'encomienda. Alors officiellement, c'était pour protéger les indigènes et les initier au christianisme, mais en réalité, c'était un système d'esclavage à peine déguisé qui a forcé le peuple taïno à un travail mortel et épuisant dans les mines et les plantations. Sa brutalité est telle que même ses propres contemporains en sont choqués. En 1500, la couronne espagnole, alertée par des rumeurs de plus en plus graves, envoie un enquêteur sur place. Le rapport est accablant. Les témoignages décrivent un véritable régime de terreur. Regardez ces accusations. La torture comme méthode de gouvernement, la mutilation pour l'exemple, la vente d'êtres humains, et même, chose inimaginable, des parades de corps démembrés dans les rues pour semer la peur. Le résultat de cette enquête, c'est un coup de théâtre. L'amiral de la mer-Océan, le grand découvreur, est arrêté, mis au fer et renvoyé en Espagne comme en prisonnier. C'est une chute absolument vertigineuse, très loin de l'image du héros triomphant qu'on a souvent en tête. Mais c'est là qu'est tout le paradoxe. Même si l'homme a été déchu, le processus qu'il a lancé, lui, était devenu inarrêtable. Son arrestation a mis fin à sa carrière de gouverneur, d'accord, mais pas à l'immense transformation du monde qu'il venait d'initier. La conséquence la plus importante de ces voyages, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'échange colombien. C'est une transformation écologique et culturelle à l'échelle de la planète. Des produits comme la pomme de terre, le maïs, la tomate arrivent en Europe, tandis que le blé, les chevaux et malheureusement les maladies sont introduits dans les Amériques. Et c'est là qu'on touche à la partie la plus sombre de son héritage. Les peuples des Amériques n'avaient aucune immunité contre les maladies européennes, comme la variole ou la rougeole. Ce choc microbien, ajouté à la violence et au travail forcé, a provoqué un effondrement démographique absolument catastrophique. Un véritable génocide pour beaucoup de peuples, à commencer par les Taïnos d'Hispaniola, qui ont été quasiment anéantis. Cette double réalité, on la voit aujourd'hui, physiquement, dans nos villes. D'un côté, on a encore des monuments qui célèbrent le découvreur,
Et de l'autre, des socles vides, qui témoignent d'une remise en question très profonde de cette version de l'histoire. Ce contraste, il illustre parfaitement le débat actuel sur sa mémoire. Alors, au final, que retenir de Christophe Colomb? Il n'y a pas de réponse simple. C'est l'histoire d'un homme dont l'ambition a changé le cours de l'histoire, oui, mais à un coût humain absolument terrible. C'est une figure complexe dont l'héritage nous force à nous confronter aux aspects les plus brillants, mais aussi les plus sombres de notre passé commun.